Bonjour Isor. Moi, je suis ravie de t'avoir ici avec nous sur les premières interviews de la nomadologie. Et donc, l'idée, c'était de connaître de plus près une digital nomade, une vraie. Et je sais que tu es la fondatrice de Nomad Freelancer et je voulais que tu nous expliques juste en quoi ça consistait. Ok, déjà merci beaucoup de me recevoir, c'est un grand plaisir. Alors, The Nomad Freelancer, c'est un service d'accompagnement, de coaching pour aider les salariés à se lancer en tant que digital nomade, donc à créer leur entreprise. Donc, c'est vraiment du soutien autant sur la partie mindset, les aider à changer d'état d'esprit et à diminuer leurs croyances limitantes que la partie pratique, c'est-à-dire eh bien, la partie administrative, comment on crée une entreprise, comment on communique dessus, comment on fait un site, voilà. Tout, c'est un accompagnement global pour les salariés qui veulent se lancer. Alors là, tu nous parles depuis la France. C'est un comble, hein, puisque tu viens tout juste de rentrer d'un très long périple autour du monde. Donc j'imagine que toutes ces étapes que tu décris et que tu vas traiter dans ton accompagnement auprès des personnes adressées, c'est des étapes que tu as passées toi. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quel a été le déclic, comment tu as envisagé cette nouvelle profession et à cause de quoi? Bien sûr. Alors le déclic, ça a tout simplement été que je faisais du conseil en communication. Et c'est vrai que ça faisait 4 ans que je faisais cette activité de gérer les, réseaux sociaux d'entreprise et au bout d'un certain temps et surtout quand on est entrepreneur et qu'on a le choix et c'est vrai qu'on va avoir une envie de changement et j'ai compris qu'il y avait une forte demande, une soif d'entrepreneuriat, de créer ses propres projets et de plus forcément être salarié qui était forte. Donc j'ai décidé de lancer, une page sur Instagram au début du premier confinement. C'est Félicitations ça alors. qui m'a inspirée et après, pour la partie, personnelle du digital nomadisme, moi, c'est un voyage que j'ai fait il y a 4 ans en Inde qui a vraiment été un déclic, où je me suis dit: «C'est une vie comme ça que je veux, où je choisis, mes horaires et où surtout je peux en même temps, travailler pendant la journée et vivre dans un cadre paradisiaque, le soir et le week-end» et c'est vraiment cet équilibre de vie qui me faisait rêver plus que, de voyager en continu, sans avoir un cadre, en fait. D'accord, donc cet équilibre de vie qui était pour toi d'avoir la liberté de temps plus que de lieu encore? Exactement. Les 2 en fait. Les 2. Pour moi, les 2 sont associés, c'est-à-dire que, la liberté de temps, le temps, c'est la valeur, la plus universelle et la seule qu'on ne retrouvera jamais. Donc évidemment, c'est la plus grande valeur à mes yeux, mais la liberté géographique, en découlait en fait et très forte aussi, d'avoir le la ouais, de pouvoir en fait, que ton travail ne soit pas associé à, ton lieu géographique, pour moi, c'est une des plus grandes libertés au monde, aujourd'hui Alors et comment tu fais grâce à internet, on a la capacité de le faire et chose qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Donc on a beaucoup de d'accord. chance. Donc j'imagine que tu n'es pas partie en Inde avec cette optique-là au départ? C'était plus un voyage, pour toi, pour le plaisir, pour le loisir? Pourquoi? Pour déconnecter? Alors en fait, en Inde, non, c'était un voyage, où je travaillais, pour une entreprise. D'accord. Hem, voilà, c'était pas comme en France, en fait. On était beaucoup plus libres, ils nous faisaient beaucoup plus confiance, en fait, tant qu'on rendait nos objectifs, ils s'en fichaient de si on arrivait 10 minutes en retard ou si on voulait travailler depuis chez nous, depuis le bureau. Donc déjà, en fait, il y avait cette mentalité qui était très différente, de la France, de mes dernières expériences en tant que salariée. C'est-à-dire que c'était vraiment, le résultat qui importait et pas le temps passé et on en revient à cette notion de la valeur du temps.
Cette Et puis entreprise après, bah, il y était a indienne, pardon? Cette entreprise non, c'était une entreprise française et qui avait une antenne, en Inde. d'accord, mais avec des valeurs vraiment nouvelles quoi, hein, des valeurs en tout cas peu Voilà, paternalistes ouais, comme, on dit. voilà. Super, Et donc c'était géré par des Français, mais du coup expatriés, donc il y avait pas forcément le même état d'esprit. là, ça a été le déclic, tu t'es dit: «Mais c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux vivre», sans particulièrement t'attacher à l'Inde? Ouais, 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 effectivement, l'Inde au début, j'ai même eu beaucoup de mal, hein. C'est vraiment, il y a pas plus opposé culturellement que la France. Donc faut vraiment un temps d'adaptation pour moi qui est de 3 semaines, que ce soit le bruit, la pauvreté, heu ou la saleté aussi qui est assez compliquée. Enfin, c'est vraiment très, très différent et très oppressant quand on vient de la France. Et moi, c'était mon premier voyage hors d'Europe en plus, donc ça faisait vraiment un chamboulement énorme. Mais après, en fait, une fois qu'on a passé un peu ce temps d'adaptation, et ben, on voit vraiment tous les aspects magiques de l'Inde et ils sont vraiment très nombreux. Après l'Inde, j'ai eu un très fort attachement culturel, mais je me suis pas du tout projetée dans le temps. Je me suis pas dit, «J'ai envie d'y vivre, bah, à durée indéterminée». Je me suis plus dit, «C'est ce mode de vie que je veux, mais du coup, pas forcément dans ce pays-là, mais par contre dans des pays, avec une météo, plus Agréable. clémente». Alors C'était tu important pour moi. ouais, donc du coup, juste pour savoir, tu es arrivé en Inde où? Je vivais à Pondichéry. D'accord, qui est encore un peu, on va dire, européanisé. Exactement, exactement. C'est quand même une des villes les plus européanisées, mais malgré ça, il y a quand même un décalage qui est très fort. Mais c'est vrai que des villes, comme Bombay ou Calcutta, je pense que je j'aurais pas pu honnêtement. Alors juste pour, on va pas retracer tout ton parcours parce qu'il est incroyable, hein. Portugal, Mexique, Majorque, Bali, Croatie, Madagascar, Maurice, La Réunion et cetera. D'ailleurs, on quand même, on revoit la constante climat, hein, dans chacun de ces choix. Mais je voulais juste avoir, le moment waouh, le moment où tu t'es dit: «Là, ce coup-ci, j'ai réussi à trouver l'activité qui me fera vivre, et dans la liberté de temps et de géographie que je veux». Comment ça s'est passé? Combien de temps ça a pris? Combien de temps ça a pris? Bah, ça a pris pas mal de temps, en fait, entre le moment où je me suis lancée à mon compte et le moment où je me suis dit: «Bah, en fait, mon mode de vie me va très bien, mais je veux avoir le même à l'étranger». Je fais pas partie de ces gens qui se sont dit, «Je veux être, digital nomade, donc je vais me lancer à mon compte». Ça s'est fait un peu différemment. Ça s'est fait à la sortie de mes études. Je sortais d'un master 2 en communication digitale. Je voulais continuer dans cette voie et en fait, on m'a proposé j'ai eu une opportunité d'être freelance et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas me lancer à mon compte?» Et en fait, une fois que j'ai goûté à ça, et bien, au bout de, on va dire de un an et demi, ça me nourrissait plus suffisamment et j'ai compris que c'était vraiment, enfin, j'étais déjà libre, assez libre dans mes mouvements. C'est-à-dire que mes clients ne m'empêchaient pas de bouger, mais par contre, j'en avais pas fait vraiment un mode de vie, comme les expériences précédentes que j'avais pu avoir et voilà et ça a mis un an à peu près où je me suis dit vraiment, là mon objectif ça va être, de rendre mon appartement parisien et de vivre en full time, en tant que digital nomade. Donc c'est un point, capital parce que là, tu te retrouves sans filet. Donc là, tu nous parles d'où, par exemple? Puisque je sais que tu es de retour en France. Alors, sans filet, non. Sans filet, tu vois? Tout à Justement fait. non, j'ai quand même des pieds-à-terre, en France et c'est important pour moi. Je ne sais pas si j'aurais eu l'audace de le faire en me disant: «Je pars», sans vraiment avoir de ressources en France. Heu, donc là, je vis en Vendée actuellement, chez mes parents. C'est bien. Donc on est dans ta petite chambre d'enfant Exactement, qui a dû bien ma changer petite chambre depuis. d'ado. D'accord. Et donc, est-ce que courir le monde, ça faisait partie de tes rêves d'enfant ou pas du tout? Alors j'ai toujours eu une soif d'aventure,
Après le voyage, c'est venu un peu au fur et à mesure. C'était pas non, enfant, c'était pas forcément mon rêve, mais par contre, le l'anti-routine, je me laisse très vite des choses. Donc c'est vrai que cette soif de bouger et de toujours faire des choses nouvelles, ouais, ça date de l'enfance. Et le digital nomadisme correspond-il donc à cette soif d'aventure? T'abreuve-t-il comme tu le souhaitais? Complètement et il faut savoir que, il y a un contraste, assez amusant dont j'aimerais te parler et parler à ton audience. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'adore la partie aventure et nouveauté, découvrir un nouveau pays, rencontrer des nouvelles personnes. Mais à côté de ça, c'est super important pour moi d'avoir un cadre fixe, d'avoir un quotidien, d'avoir des habitudes et je tiens vraiment à souligner ce point-là parce que, je prends pas mon sac à dos tous les matins pour partir à l'aventure et c'est pas du tout ça, moi, le mode de vie que je prône et quand on est entrepreneur, c'est même impossible, dans le temps d'avoir ce mode de vie-là. Donc moi, ce qui m'épanouit aujourd'hui, c'est cet équilibre entre, je choisis une ville dans laquelle je me sens bien et là, je vais me créer un cadre, avec des habitudes, vraiment pour, plusieurs semaines, voire plusieurs mois et en fait, c'est même plusieurs mois. J'ai besoin, en fait, de me sentir chez moi ailleurs. C'est C'est vraiment ça le absolument concept incroyable. et voilà. Donc c'est vraiment s'installer ailleurs pour quelques mois. Mais c'est vrai que, bah, en tout cas de ce que j'ai expérimenté, au bout de, 2-3 mois, j'ai déjà cette soif de bouger ailleurs De aussi. nouveau. Alors, c'est super que tu casses un peu le mythe du sac Quechua et balisto dans le sac et itinérance avec le gros sac de 20 kilos sur le dos. J'en suis ravie parce que cette image, pour moi, est complètement obsolète. Donc, tu ne voyages pas avec un sac à dos sur le dos. Tu as des valises à roulettes comme tout le monde. Non. Pour le coup, non. Je pourrais te le montrer même parce qu'il est juste derrière moi. Mais non, non, j'ai par contre, ça c'est pas ça C'est fait idéal au partie mythe. du mythe. J'ai un sac de 10 kilos et je ne fais plus de shopping alors que, je suis assez coquette à la base, mais j'évite complètement, c'est-à-dire que je fais du shopping mais j'achète plus rien. Donc c'est un peu bizarre, mais j'aime bien quand même aller dans les magasins. Mais par contre, je me restreins à 10 kilos. Déjà pour les aéroports, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir de bagages en soute. Et puis même j'ai trouvé, mon sac, qui est un sac d'amour, pour lequel, je j'attache beaucoup d'importance, vraiment à voyager léger et aussi, pour la charge mentale. Quand on est entrepreneur, on a déjà une très forte charge mentale, donc ne pas avoir cette charge en plus, matérielle, c'est super important. Ça fait vraiment partie de mes valeurs, de consommer le moins possible et donc d'avoir le vraiment de vivre avec le minimum et je préfère mettre mon argent dans les voyages et dans les expériences, en fait, que je vais vivre avec d'autres personnes, que, le mettre dans du matériel. Donc vraiment, ça, je fais partie de ce mythe-là, qui est le fait de voyager avec le minimum possible et donc j'ai vraiment, travaillé ça pendant 1 an à essayer de savoir, par exemple, quels vêtements je vais mettre qui vont me faire plaisir de porter au quotidien, dans lequel je vais me sentir bien et je vais me sentir belle. Mais en même temps, d'en avoir quand même, le moins possible et d'avoir que des choses qui me servent vraiment et d'avoir viré tout le «au cas où». Donc, c'est extra parce que c'est tout à fait ce que je prône et j'avais fait un post récemment à ce sujet, la liberté de déplacement et puis le fait de ne plus avoir ne serait-ce qu'attendre des bagages à l'aéroport qui sortent des soutes. Toute cette liberté qu'on gagne en étant avec un sac de 10 kilos, même dans une ville quand on débarque, avec des nouveaux transports en commun, des nouveaux codes, c'est un avantage énorme. Par contre, donc c'est extra que tu puisses confirmer qu'en tant que femme, on peut très bien vivre une vie entière d'itinérance avec un sac de 10 kilos, tout en restant, puisqu'on le voit à l'écran, magnifique, jolie, resplendissante et féminine. Et je suis ravie que tu puisses nous l'illustrer. Donc j'en retiens d'abord que la légèreté de la matière ou du matériel compense, on va dire, quand même une certaine charge et responsabilité d'entrepreneur, puisque quand même celle-là, elle reste. Et que pour l'organisation de tes voyages, en fait, tu as
besoin quand même d'une routine presque traditionnelle, mais dans un cadre qui change en fonction de tes intuitions, c'est ça? Ou de tes envies? Ouais, exactement. Exactement, après, par exemple, pour le Mexique, pour te donner un exemple, c'est un pays quand même que je voyais comme dangereux à la base. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que enfin, en tout cas, la vision que j'en ai eue, quand on reste dans des grandes villes, bah, pas forcément et c'est pas forcément dangereux même de voyager toute seule en tant que femme. Ça dépend vraiment où on va, encore une fois. Mais par contre, ce pays-là, par exemple, je suis partie en fonction de mes envies, mais aussi parce que j'avais des amis entrepreneurs qui partaient et du coup, je me sentais plus en sécurité de partir avec d'autres personnes. Mais c'est pas quelque chose, je vais d'abord m'écouter moi avant de me dire: «Je pars, à tel endroit parce que d'autres personnes y partent aussi». Donc Donc il y a un c'est peu de vraiment plutôt à ton l'intuition, effectivement. c'est un peu d'intuitif, aussi la volonté de rejoindre des personnes sur place, peut-être le fait d'avoir, comme tu l'as présenté sur ton Instagram, des communautés qui se créent un peu partout dans le monde, avec des valeurs, avec un style de vie où on peut finalement rejoindre une communauté et y travailler comme si on était dans un cadre avec des collègues, hein, c'est ça en fait? C'est intéressant. Exactement. Tu Ouais, nous bien sûr. parlais de, je ne sais plus son prénom, mais à Majorque, c'était l'interview que tu as fait il y a très Ah dernièrement là? Mathieu, Mathieu, Zéman, ouais, à c'était, Majorque, hein, c'est ça? ouais, j'ai fait il y a 2 jours. Ah! Et effectivement, ouais, ouais, le fondateur d'un co-living et qui avait aussi ce problème de solitude, qu'on peut très vite retrouver quand on est digital nomade. C'est en fait d'avoir cette désillusion, se dire: «Je pars et je suis libre» et finalement, au bout de quelques semaines, voire quelques jours, se sentir très seul, et faut vraiment avoir une très grande confiance en soi pour aller vers des gens qu'on ne connaît pas et surtout quand on travaille, quand on a du travail à rendre pour des clients et ben, on n'a pas forcément le temps de créer des relations pérennes et c'est vraiment quelque chose, que je retrouve beaucoup dans les témoignages de digital nomades. Et ben cette peur de la solitude et qui est une réalité, en fait. On peut très vite se retrouver tout seul et se dire: «Mais qu'est-ce que je fous là à l'autre bout du monde? Mes proches me manquent» et donc c'est vrai de se créer une communauté, digital nomade, c'est super important. Ça prend un peu de temps au début, mais en fait, une fois qu'on a trouvé des gens qui ont un peu, comme tu le soulevais très justement, qui ont les mêmes valeurs et les mêmes envies et bien, voilà, le jour où on est un petit peu tout seul, on va pouvoir aller rejoindre ces personnes, dans un autre pays. On sait qu'elles ont un petit peu les mêmes envies que nous, les mêmes envies de cadre, enfin un peu les mêmes critères, on va dire, de vie. Eh Et oui. puis, à côté de ça, à l'inverse, au Mexique, par exemple, j'ai passé 2 mois donc avec des entrepreneurs français H24 parce que j'étais en colocation avec eux. C'était génial, mais il y a un moment où à l'inverse, j'avais ce besoin de me retrouver un petit peu toute seule, de passer du temps avec des locaux et voilà, donc le dernier mois, je l'ai fait ça pendant 1 mois et ça m'a fait aussi beaucoup de bien et c'est pareil, c'est vraiment écouter ses envies et on trouvera toujours des gens, pour partager, que ce soit, se stimuler, pour, le côté entrepreneurial ou à l'inverse, si on a besoin un petit peu de vivre une expérience, plus solitaire et bien de peut-être lever un peu le pied sur le business et de vivre une expérience et bien plus locale, ce qui fait aussi partie du voyage, en tout cas pour ma part. D'accord, donc c'est intéressant parce que tu as soulevé tous les problèmes ou les freins majeurs, hein, que tout le monde rencontre quand il a envie de changer de vie, à savoir, ben, est-ce que je vais pas me retrouver finalement, je pars en solo, est-ce que ça ne veut pas dire solitude? Est-ce que je peux recréer un cadre dans l'absence de cadre? Est-ce qu'il y a des dangers et comment je vais y faire face? Est-ce qu'en tant que femme, je peux me sentir en sécurité partout? Est-ce que je peux voyager avec 10 kilos? Donc tous ces problèmes-là, je pense on peut en fonction de son caractère bien sûr y trouver des paliers ou en tout cas des nouvelles façons de faire. Mais je voulais juste te poser une dernière question en ce qui concerne, enfin 2 dernières questions. Une en ce qui concerne l'argent, parce que, recevoir trouver sa voie en nomade digital, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu penses que dans tes clients, tes coachés, hein, je ne sais pas si on peut dire ce terme qui n'est pas très joli, mais enfin, en tout cas les personnes que tu accompagnes,
Il y a toutes sortes de profils ou est-ce qu'il y a vraiment un profil type de la jeune, fraîchement émolue de l'université qui, est super pro en technologie? Ou est-ce qu'il y a des femmes comme moi qui ont la cinquantaine, qui sont un peu moins, habiles avec, le digitalisme, on va dire? Alors, il y a vraiment toute forme de profil et l'argent ne doit jamais être un problème pour, voyager. Il y a toujours des solutions, que ce soit pour se loger, il y a des sites qui existent pour garder des animaux en échange de logement. On peut faire également des petits boulots, enfin ce qu'on appelle des petits boulots, c'est pas du tout condescendant, hein, mais c'est vraiment des voilà, des travaux, qui vont pour moi, sur le long terme, pas être envisageables. Mais après, il y a des gens, ils sont très heureux comme ça. Mais par exemple, que ce soit du service à la personne, que ce soit, serveuse. Voilà, il y a des sites pareils qui vont mettre en relation, des restaurants, des hôtels qui cherchent, par exemple, dans ce secteur-là et des personnes, qui vont vouloir être logées, nourries en échange de ce travail en mi-temps et ça va permettre en fait, eh bien, cette formule, par exemple, de travailler des compétences en parallèle de cet emploi, parce que c'est des mi-temps. Et du coup, ça peut être des compétences digitales et permettre du coup de voyager et en même temps d'avoir vraiment des frais quasiment nuls. Donc voilà, tout est possible. C'est vraiment, faut fouiller, faut être curieux. Et en ce qui concerne mes coachés, pas du tout. Il y a tout type de profil, il y a tout âge. C'est vraiment, à partir de l'âge majeur, en fait, il y a pas de limite d'âge ou de situation. On peut voyager également avec des enfants et pareil, j'ai interviewé des gens qui voyageaient en famille. C'est tout à fait possible. Donc en fait, c'est vraiment, s'enlever les croyances limitantes qu'on peut avoir et évidemment, c'est pas du tout facile, hein. Je pars pas du tout de ce principe-là. Il y a des difficultés et peu importe la situation, il y en aura. Il y a des jours où c'est pas évident, il y a des jours où on doute et c'est normal, on est des humains, on n'est pas des robots. Mais c'est possible, déjà, c'est beaucoup plus facile de se former dans le digital aujourd'hui que par rapport à il y a quelques années. Évidemment, si on veut se former, par soi-même et qu'on a des difficultés financières, c'est possible aussi, ça va prendre plus de temps. Ça va être plus dur, hein, parce que forcément quand on est accompagné par des humains, dès qu'on a des doutes, il va nous remonter le moral donc et puis C'est plus facile, oui. montrer en fait, qu'on a les capacités, nous montrer nos forces. Donc forcément cet accompagnement psychologique pour moi il est super important. Mais si vraiment on n'a pas les moyens, déjà il y a de l'aide, des aides de l'État comme par exemple le CPF, le Datadoc qui va permettre, d'aider les personnes qui veulent se lancer à leur compte. Et si c'est pas le cas, il y a toujours des solutions, comme j'en parlais juste avant, où on peut justement, voyager en même temps et se créer son projet par soi-même. Ça va prendre plus de temps, on va plus galérer, mais c'est pas impossible. Moi, mon but, c'est vraiment de montrer aux gens que c'est possible pour eux, et pas de leur dire: «La seule solution, c'est de prendre un coach», parce que c'est pas vrai. Mais voilà, ça va faciliter et ça va, faire gagner beaucoup de temps et donc à la longue, ça va faire gagner aussi plus vite de l'argent, hem et Oui, donc en ayant un projet pro, plus serein et plus durable dans le long terme. d'accord, et donc je laisserai tes coordonnées pour que chacun puisse te contacter. Mais je voulais te demander, en général, tu estimes à combien la possible transformation, le passage à l'acte? 3 mois, 6 mois, 1 an? Ça dépend vraiment de telle personne? Ouais, c'est très compliqué de te répondre. Par exemple, là, j'ai une coachée, ça va prendre un mois parce qu'elle sait déjà exactement ce qu'elle veut, elle connaît le secteur. C'est vraiment sur la partie communication et hem et administrative qu'elle a des besoins. Mais en général, si tu veux vraiment une fourchette, 3 mois, c'est bien. 3 mois, c'est bien pour, se lancer. Ça permet vraiment de trouver ses premiers clients sereinement et ensuite de se dire, «Où je pars? Quelles sont les destinations qui me font rêver?» Peut-être commencer par vraiment des endroits où le coût de la vie coûte pas cher, pas trop loin
bah, au cas où on a besoin dans l'urgence, rentrer pour un client, on ne sait jamais. Moi, je conseille toujours de partir d'abord en Europe. Et puis voilà, pour tester aussi comment ça se passe avec ses premiers clients. Voilà, en cas de pépin, mais 3 mois, honnêtement, ça suffit pour, partir sereinement et avoir une vie sereine à l'étranger et aussi pour se créer un réseau en même temps que, commencer une entreprise. C'est pareil, c'est du stress en plus, donc vraiment faire les choses dans le bon ordre et prendre son temps et ne pas vouloir tout faire en même temps, c'est la meilleure façon en fait bah, de rester serein, dans son quotidien. Super. Et alors, au niveau de ton expérience, pour terminer, là, tu vas rester combien de temps en France? Alors c'est une très bonne question. Tu sais pas encore? Pour l'instant, ouais, bah, normalement, en fait, je repars dans 2 semaines, mais là, je te fais un peu, du coup, un peu le teasing de ma prochaine destination parce que je sais pas encore, mais les 2 choix, pour lesquels j'hésite, c'est entre, l'Espagne et Bali. Voilà, pour des Mmh. raisons totalement différentes. Mais voilà, enfin, sachant que là, je pense que la France va se déconfiner, que l'Europe va un peu respirer. Bah, c'est vrai que c'est le printemps et l'été, c'est le meilleur moment pour moi où être en Europe. Donc justement revoir, mes proches et aussi pour le décalage horaire, bah, c'est quand même, pratique et puis même si en France, il y a pas mal d'événements entrepreneurs qui ont lieu, je préfère être pas trop loin et l'Espagne, pour moi, c'est le pays le plus proche, où il y a les conditions de vie, que je préfère et Et que c'est je donc, recherche en fait. climat plus atmosphère, ambiance, voilà, un certain état d'esprit, relax? Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça, où les gens sont très peace et aussi, bah, il y a le soleil, toute l'année. Et puis on va pouvoir, aussi avoir ouais, une qualité de vie, à prix même un petit peu moins cher que la France. Donc ça, c'est un critère qui rentre vraiment, que je prends en compte, dans la sélection des pays que je choisis. Voilà, mais là, il y a vraiment cette distance où l'Espagne est vraiment une grande opportunité pour moi en ce moment. Et le fait de ne pas avoir ce décalage horaire. Et puis après, j'hésite quand même à Bali. J'ai pas mal d'amis, qui partent à Bali là, Qui t'a laissé un entrepreneurs. beau souvenir? Tu es déjà allée, hein, donc Ouais, je suis déjà allée, mais j'ai eu un gros coup de cœur oui, comme moi beaucoup. aussi, oui, je comprends. Comme beaucoup qui ont fait le tour du monde et qui finalement finissent à Bali parce que voilà, il y a cette atmosphère un peu magique, Tu vas nous faire du mange spirituelle. prix M. Exactement. Bah, je l'ai vu après en fait, Tu je as l'ai vu le vu film après après? avoir été à Bali. Mais ouais, ouais, non, il y a un truc magique avec Bali, vraiment de spiritualité qui, moi, est très importante dans ma vie, les spiritualités. Et voilà, il y a des supers énergies à Bali. Je suis végétarienne aussi et j'avoue que, bah, c'est super facile de manger bien là-bas. Les gens te jugent pas du tout là-dessus. Donc voilà, Bali, je sais que j'y retournerai, mais pour l'instant, c'est des visas business, donc qui coûtent un peu plus cher. On est obligé de passer par Jakarta, donc voilà, D'accord, c'est plus oui, compliqué, on sait. d'aller à Bali, donc c'est une grosse décision. Là, je me remets à peine du décalage horaire, donc je sais pas si j'ai envie de ça. Dès les prochaines semaines, je vais voir. D'accord, mais c'est extra d'avoir ce planning, en tout cas au choix. Il y avait donc la dernière question que je voulais te poser, c'était, de toutes tes expériences, ça revient peut-être un peu à Bali encore, je sais pas, mais de toutes tes expériences, quelle est celle qui vraiment, vraiment t'a fait dire: «Ben, rien que pour cette expérience-là, je regrette pas d'avoir fait ce choix»? Un Alors, moment, un lieu, une ville, un ouais, partage, une rencontre? OK. Bah, du coup, là, je vais me baser sur ma dernière expérience qui est au Mexique, parce que pour moi, c'était vraiment la plus complète. C'est en fait, plus je vis des expériences, plus je suis accomplie en tant qu'entrepreneur et en tant que femme et en fait, voilà, il y a aussi beaucoup d'erreurs que j'ai fait. J'ai aussi beaucoup changé au fur et à mesure et du coup, bah, le Mexique, c'est un peu
c'est un peu l'accomplissement, comme je te disais, en termes, autant au niveau spirituel qu'au niveau entrepreneurial. Donc, plus ça va, plus tout se enfin, plus je me sens dans l'unité de ma personne et du coup, c'est vrai que le Mexique, j'ai vraiment trouvé un équilibre entre, bah, le côté entrepreneurial et faire grandir un business et le côté, justement, bah, ne pas être qu'avec des entrepreneurs, mais aussi, vivre des expériences pour moi et hem et bah, arriver à quand même rencontrer vraiment des locaux et c'était, une partie, super importante pour moi, de pas vivre que comme une expatriée et du coup, voilà, le Mexique, ça a été une expérience, incroyable pour moi et j'ai vraiment trouvé, cet équilibre que j'avais pu trouver dans d'autres expériences, mais pas aussi intensément. Donc voilà, c'est un pays incroyable, où les gens sont super, super accueillants, où il y a vraiment tout type de paysages, peu importe ce que tu aimes. Il y a cette partie, comme je te disais, aussi spirituelle que j'ai connue à Bali, mais que j'ai retrouvée aussi au Mexique donc voilà, cette expérience, je pense, restera gravée en moi C'est génial. et j'espère en vivre d'autres, aussi fortes. Ben, on est ravis de voir qu'effectivement cet instinct, cet esprit nomadologie ou digital nomade est le même pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de faire des pays, mais plutôt en train de les vivre, d'y être en tant qu'habitant et partie intégrante du pays. Donc c'est une expérience qui est 3D, hein, par rapport à juste itinérance en bulle d'expatriés ou de voyageurs. Je te remercie pour ton témoignage. Je suis ravie d'avoir eu la chance de t'interviewer. Et puis, Ouais, merci beaucoup, ben, Francine. à très bientôt sur les routes, Oui, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai un jour. avec En tout grand cas, c'était plaisir, avec surtout si tu es pas très loin en Espagne. Et à bientôt, plein de bonnes choses pour le futur. Et puis, merci. Merci à toi.